Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éthique en question organisé par le CAL Luxembourg et le SLP Luxembourg pour parler aujourd'hui d'une discrimination un petit peu particulière, l'agisme. Alors, les vieux sont un poids où on restreint les libertés de tous et toutes pour protéger les plus âgés au détriment des autres, ou encore les jeunes sont inconscients et égoïstes. Ce sont autant de phrases que nous avons entendues dans les conversations, dans les médias, dans les débats d'idées tout au long de la crise sanitaire. Alors aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la personne âgée, nous avons voulu revenir un petit peu sur ces discours, en comprendre l'origine et les conséquences tant sociales qu'individuelles. Et il s'avère que la journée s'y prête particulièrement bien puisqu'aujourd'hui vient de sortir un rapport d'Amnesty International sur la question. Pour petit rappel, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'émission est donc diffusée en direct sur Facebook, mais elle sera encore disponible par après, toujours sur notre page Facebook. Et tout au long de l'émission, vous avez l'occasion de poser des questions dans les commentaires. Elles me seront retransmises et je pourrai moi-même les poser à notre intervenant du soir. Alors, notre intervenant, justement, Monsieur Stéphane Adam, psychologue, chargé de cours et responsable de l'unité de psychologie de la sénescence. Monsieur Adam, bonjour. Bonjour. Alors d'abord, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je sais que vous avez été fort sollicité, surtout aujourd'hui, évidemment. En plus, oui. Alors, Monsieur Adam, vous travaillez sur ce qu'on appelle l'agisme. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par là? De quoi parle-t-on exactement et comment s'exprime-t-il? Alors, l'agisme, c'est un terme qui a été développé en 1967 par Butler et qui renvoie globalement au fait que tout ce qui est associé de près ou de loin à une personne d'âge plus avancé, même si ça peut aussi concerner les jeunes, on y reviendra, tout ce qui est associé de près ou de loin à une personne d'âge plus avancé va être traité, connoté et abordé de façon négative. On pourrait dire, quand on regarde l'affiche de Tati Daniel, le film qui avait été diffusé il y a quelques années, c'était avec une affiche où il y avait un insert qui était « Elle ne vous connaît pas encore et vous déteste déjà ». Ou des choses du type tous ces vieux à la caisse du Deleuze à 7 heures du soir, alors qu'ils ont toute la journée pour faire leurs courses, ils font exprès d'embêter les jeunes pour. Et tout ça sont des éléments qui relèvent en quelque sorte de l'agisme. Et en termes d'expression, pour la deuxième partie de votre question, il y a deux formes d'agisme qu'on aborde souvent dans nos études. C'est d'une part l'agisme malveillant ou l'agisme hostile, et d'autre part l'agisme bienveillant. Et donc l'agisme malveillant, c'est la forme d'agisme qui va s'exprimer par essayer de nier la personne âgée, la mettre sur des voies de garage, ou le fait qu'elle n'existe pas, qu'on ne s'adresse pas à elle. Ça, c'est vraiment le versant malveillant ou hostile de l'agisme. Et le versant bienveillant qui a été très présent dans le cadre de la crise sanitaire, c'est plutôt il faut les protéger. Et donc, c'est des comportements qu'on va qualifier un peu de paternalistes, condescendants, limite infantilisants, et qui ont des conséquences tout aussi délétères sur la santé physique et mentale des personnes âgées que le versant hostile qu'on évoquait avant. Les deux sont aussi négatifs l'un que l'autre pour les personnes âgées, et se sont très fort exprimés durant la crise sanitaire. Est-ce quand on parle d'agisme, on ne parle que de discrimination ou de préjugés vis-à-vis des personnes âgées ou est-ce qu'on parle aussi... Alors, c'est en fait, il y a les trois versants. Donc, quand on parle de la question de l'agisme et de tous les ismes, hein, sexisme, racisme, il y a le versant stéréotype, c'est les idées reçues que nous avons face à la population. Ces idées reçues génèrent chez nous des émotions, qui peut être le mépris, la colère, la pitié, et c'est plutôt la pitié qui est l'émotion associée d'ailleurs à la personne âgée. Et alors, ça va générer des comportements observables qui sont, comme je le disais, d'un cas, l'hostilité, l'agressivité, les comportements négatifs, et d'autre part, sinon, l'aide excessive et donc le paternalisme que j'évoquais avant. Donc, il y a les trois versants. Il y a vraiment ces idées reçues, ces croyances que nous avons par rapport au groupe de personnes âgées, les émotions que ça génère et les comportements qui sont donc directement associés à ça, quoi. Quelles sont les conséquences très concrètes de ces discriminations et de ces préjugés? Je pense
tant au niveau institutionnel qu'interpersonnel, qu'au niveau même peut-être de la perception qu'ont les personnes d'elles-mêmes, en fait. Quelles en Tout à sont les fait. conséquences? Mais ce qu'on essaie de montrer, il y a beaucoup d'études qui sont réalisées depuis maintenant une trentaine d'années et qui montrent les conséquences que ça peut avoir sur directement les personnes concernées par ces stéréotypes, c'est-à-dire les personnes âgées, ou aussi sur nous qui sommes de futures personnes âgées. Et d'un autre côté, on montre également les conséquences que ça va avoir sur les interlocuteurs des personnes âgées. Et dans nos travaux, c'est plutôt d'ailleurs les soignants qu'on va surtout étudier. Donc, c'est toute la dimension liée aux soins. Alors, si on s'intéresse aux conséquences directes pour les personnes âgées, on va montrer que quand on active un stéréotype négatif chez une personne âgée, ça va avoir toute une série de conséquences. Par exemple, c'est connu avec l'âge, la mémoire décline. En fait, c'est un stéréotype, hein, c'est pas tout à fait vrai. Certains composants de la mémoire déclinent et d'autres ne déclinent pas, voire même augmentent avec l'âge, mais ça, on ne l'entend pas souvent. Donc, dans les croyances que nous avons, nous pensons que la mémoire décline avec l'âge. Quand on dit ça à une personne âgée, la conséquence que ça va avoir, c'est que ça va impacter négativement sa performance. Il suffit d'ailleurs de dire à une personne âgée que la tâche qu'elle passe est une tâche de mémoire pour que la personne âgée active elle-même le stéréotype « ouïouïou, je suis âgé, on sait que la mémoire décline avec l'âge ». Le fait de penser ça augmente le niveau d'anxiété de la personne au moment de passer la tâche. La conséquence, c'est que sa performance va être moindre dans la tâche. Donc les études montrent que le simple fait de dire à une personne âgée que la tâche est une tâche de mémoire versus à d'autres que la tâche est une tâche, sans qualifier que c'est une tâche de mémoire, le simple fait d'ajouter le qualificatif mémoire fait perdre des points dans cette tâche à la personne. Et donc, on voit que le stéréotype, en tout cas l'agisme, va impacter négativement les performances des personnes âgées, va avoir des conséquences aussi extrêmement délétères sur leur santé de façon générale. J'évoquais d'ailleurs que nous sommes tous des futures personnes âgées et il y a toute une série d'études qui montrent que quand on mesure chez les personnes, je peux vous administrer un questionnaire qui mesure quelle est la vision que vous avez du vieillissement. Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Et les études montrent que le résultat que vous aurez et que vous obtiendrez à ce questionnaire est très prédictif de comment vous allez vieillir en termes de santé physique et mentale. Et les études montrent que si nous avons une vision négative du vieillissement, eh bien notre mémoire décline plus vite en vieillissant. Nous avons plus de problèmes d'anxiété ou de dépression en vieillissant. Ça, c'est sur le versant santé mentale. Sur le versant santé physique, ceux qui ont une vision négative du vieillissement ont un risque augmenté de développer des problèmes cardiaques en vieillissant, ont un risque augmenté de devenir obèses en vieillissant, et on montre que les gens qui ont une vision négative du vieillissement ont 7 ans et demi de vie en moins qu'une personne du même âge qui n'a pas une vision négative du vieillissement. Donc on voit vraiment l'impact et l'imprégnation que les stéréotypes vont avoir et ce que ça génère sur notre propre perception du vieillissement et les conséquences que ça a sur notre évolution de santé physique et mentale dans les années à venir. Et donc ça, c'est vraiment les conséquences directes sur les personnes âgées ou sur nous qui sommes de futures personnes âgées. Après, on montre aussi tout l'impact que ça a sur nos attitudes. Et ensuite, après, sur l'interaction entre nos attitudes et la personne. Donc, par exemple, au niveau de nos attitudes, je suis mentaliste, comme je dis chaque fois, je vois la dilatation de votre pupille à gauche, et donc je peux savoir pratiquement que dès que vous êtes face à une personne âgée, vous allez être encline à parler plus lentement, à utiliser un vocabulaire plus simple et à parler plus fort. Vous allez faire ce qu'on appelle en anglais le elder speak, c'est-à-dire concrètement le parler petit vieux, entre guillemets. Et ça part d'une bonne intention, c'est bienveillant, c'est pour être sûr qu'ils comprennent, naturellement sous une croyance qui est qu'un vieux ne comprend pas, n'entend pas bien, il n'a peut-être plus toutes ses frites dans le même sachet. Sauf que ce qu'on va voir dans les études, c'est que objectivement parlant, si on prend les personnes qui ont entre 70 et 80 ans, 50% d'entre elles ont des problèmes auditifs qui peuvent rendre la perception de la voix plus difficile. Ça veut dire que parler plus fort et plus lentement va être utile pour une personne sur deux entre 70 et 80 ans. Donc ça, c'est bien pour ces personnes, sauf qu'on applique ça également aux 50% des autres personnes qui n'ont pas besoin de cette aide. Et donc les études vont montrer que parler petit vieux avec des personnes qui n'ont pas besoin de ça, elles vont se sentir diminuées, l'estime de soi va baisser, elles vont avoir moins confiance en elles. Conséquence, elles vont vous demander de répéter pour vérifier si elles ont bien compris. Or, si elles vous demandent de répéter,
vous allez vous dire, il est sourd comme un pot, je vais donc encore plus parler petit vieux. Ça veut dire que cette croyance que nous avons génère une attitude commune chez toutes les personnes âgées, utile pour une sur deux, mais qui développe les problèmes de langage chez l'autre moitié des personnes. Et donc, on voit dans cet exemple à la fois les conséquences sur nous qui sommes en interaction avec les personnes âgées, et que ces comportements que nous avons avec elles vont aussi avoir du coup des conséquences sur elles-mêmes en termes d'évolution de santé physique et mentale. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice des stéréotypes. Plus je pense qu'une personne n'est pas compétente, plus je vais lui faire sentir par mes comportements et mes actes que cette personne n'est pas compétente, moins cette personne va se sentir compétente, moins elle va faire d'efforts dans la tâche, ce qui fait qu'elle sera moins compétente, ce qui confirme donc le stéréotype et la boucle est bouclée. Et on est vraiment dans cet enjeu par rapport au vieillissement, c'est de casser en quelque sorte ce cercle vicieux. On a abordé effectivement les conséquences au niveau de l'individu et de la perception qu'il peut avoir de lui-même, et aussi au niveau des interactions des individus les uns avec les autres. Mais j'imagine que l'agisme a aussi des conséquences au niveau macro, donc au niveau des institutions. Je pense particulièrement à la prise en charge par les institutions des personnes âgées, mais également des conséquences économiques. Alors, est-ce que c'est le cas, et si oui, comment? Alors, si on aborde la question des conséquences économiques, elles sont majeures. Il y a une étude qui a été faite en 2020 aux États-Unis qui a estimé le coût en termes de soins de santé de l'agisme. D'accord? Et le coût, c'est aux États-Unis pour une année d'exercice, c'est 63 milliards de dollars, qui est le surcoût lié à l'agisme. C'est absolument colossal, ça représente 15,4% du budget annuel de la santé aux États-Unis, ce qui est absolument colossal. Alors on peut se dire, mais d'où vient ce surcoût? Eh bien, quand on fait nos petits exercices d'examen, un peu, vous m'avez peut-être déjà entendu, donc je pose souvent une question qui est: quel est le pourcentage des personnes de plus de 65 ans qui seraient dépressives? Vous diriez combien au pif? 60. C'est effectivement ce que pas mal de gens vont penser, alors que c'est 11% des personnes âgées qui sont dépressives. Il y a 2 fois plus de dépression chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes âgées, et les études vont montrer que le bonheur ne diminue pas avec l'âge, il augmente avec l'âge. La courbe du bonheur, c'est un smiley. À 18 ans, on est là, puis vers 30, 40 ans, 50 ans, on est là. Donc, ça sent d'ailleurs particulièrement la dépression dans ce webinaire. Enfin, bon, je rigole. Et puis, vivement dans 30 ans qu'on se revoit et nous serons chacun plus heureux. C'est vraiment quelque chose qui est très marquant dans la littérature, mais sauf que les médecins, eux, ils ont la même perception des choses. Ils pensent qu'une personne âgée se sent seule et se sent triste, et on montre qu'il faut moins de symptômes dépressifs chez une personne âgée pour être donc considérée comme dépressive et donc, du coup, traitée pour dépression, traitée de façon médicamenteuse. Donc, on va administrer beaucoup d'antidépresseurs et d'anxiolytiques chez les personnes âgées qui coûtent à la sécurité sociale. Or, ces traitements, quand ils sont testés, ils sont en général testés sur des gens, dans les études scientifiques qui évaluent l'efficacité de ces traitements, c'est sur des gens qui ont 16, 18 plutôt et 60 ans. Ça veut dire qu'on n'administre pas dans les tests ces traitements à des personnes de plus de 60 ans. Alors, officiellement, on ne le dit pas, mais officieusement, c'est parce que si on administre ces traitements à des personnes plus âgées, on risque d'observer trop d'effets secondaires qui risqueraient de diminuer le pouvoir commercial de ce traitement. Donc, on administre à tour de bras à des personnes âgées des traitements qui n'ont jamais été testés chez elles. Toutes les études récentes montrent qu'une personne âgée qui prend un antidépresseur, ça augmente drastiquement son risque de chute. Et on sait que la chute de la personne âgée qui fait une fracture va être extrêmement coûteuse à la sécurité sociale. Une personne âgée qui chute n'a plus que 4 ans de vie en moyenne après la chute, et ces 4 années vont être dans une utilisation excessive du système de soins de santé, voire aussi une institutionnalisation qui est coûteuse. Et ce qu'on va montrer aussi, c'est qu'une personne âgée qui prend un antidépresseur a plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer dans les années qui suivent, ce qui coûte aussi très cher à la sécurité sociale, et a plus que de risques de mortalité, elle va décéder plus vite. Donc, on administre à des personnes âgées des traitements qui coûtent, et ces traitements inadaptés pour elles génèrent des conséquences qui sont encore plus coûteuses. Et c'est à nouveau ce principe du cercle vicieux, et qui doit donc naturellement être modulé autant que faire se peut. Et donc, quand on dit le coût 63 milliards de dollars, eh ben, c'est un peu ça, c'est que la plupart des professionnels ont des attitudes de soins qui sont liées sur ce qu'ils croient qu'est le vieillissement, et ce qu'ils croient ne correspond pas à la réalité.
Et leurs attitudes de soins qui sont basées sur leurs croyances, ben, comme elles sont inadaptées, inadéquates ou excessives, génèrent un coût qui est encore important. Et ça se retrouve particulièrement illustré ou cristallisé dans le contexte finalement des maisons de retraite et des maisons de repos et de soins. C'est qu'on est dans des environnements surprotégeants avec un excès d'aide qui développe la dépendance des personnes âgées et qui génère ce cercle vicieux d'une certaine façon qui est coûteux pour tous, que ce soit pour la personne âgée directement, pour les personnes qui les soignent, mais du coup aussi pour la société de façon générale. Pour revenir un petit peu sur la crise qu'on a traversée et qui a vu justement, comme je le disais dans l'introduction, tous ces discours apparaître dans les médias et dans les conversations, est-ce qu'on peut dire que la crise Covid, selon vous, a créé l'agisme ou alors est-ce que, comme pour beaucoup d'autres défis, je dirais, est-ce qu'elle l'a plutôt révélé peut-être en l'aiguisant encore plus? Alors, je pense qu'elle l'a révélé, mais je crains qu'elle ne l'accentue de façon drastique. On a écrit un article avec plusieurs collaborateurs scientifiques à l'international. C'est des collègues québécois enfin canadiens, qui ont proposé cet article collectif pour au mois de mai. Donc, c'était juste dans l'après-première vague de la crise sanitaire, donc mai 2020, pour essayer d'alerter le public et les scientifiques sur la crainte que ça n'accentue l'agisme. Donc, l'agisme était déjà existant, hein. Donc, toutes les études montrent, si on prend les statistiques de discrimination en Europe, les statistiques de 2012-2015, c'est qu'actuellement en Europe, la population la plus discriminée quantitativement, ce sont les personnes de plus de 55 ans. Et le sexisme ou le racisme sont en deuxième et troisième position. Donc, c'est assez surprenant, mais ça montre que c'était déjà très, très présent auparavant. Et le problème de la crise sanitaire, c'est que ça n'a certainement pas diminué les choses, mais ça les a amplifiées. Donc, on a vu toute une série de commentaires dans la presse et les médias, de pseudo-philosophes ou économistes venant avec des phrases du type on est en train de sacrifier les jeunes pour les vieux ». Sous-entendu, pour protéger les personnes âgées, on est en train de tuer la jeunesse de nos jeunes, etc. Et je rappelle chaque fois que les personnes âgées n'ont jamais rien revendiqué. C'est une position sanitaire et une appropriation politique de cette position sanitaire qui a généré ça. Mais ce type de discours, mais qu'est-ce que ça génère? Ça génère encore plus le principe de la distance générationnelle. Et puis, ça, c'est la version un peu hostile de l'agisme, hein, qui montre un peu cette distance qu'on est en train de créer. Mais ça a aussi amplifié l'agisme bienveillant, avec mon Dieu qu'il faut protéger ces petits vieux, et à partir de 65 ans, restez chez vous confinés. Et il y a plein de personnes âgées qui ont témoigné dans la presse, hein, par exemple, des personnes anciens profs d'UNIF, 67, 68 ans, qui disent « Je ne me suis jamais senti aussi vieux que depuis la crise Covid ». Dixit, mes enfants me disent, papa, reste à la maison, protège-toi, on va faire les courses pour toi. Alors que les personnes âgées étaient en train de dire, mais ça va, je peux faire attention, je peux appliquer les gestes barrières, être prudent. Et donc là, on est dans une forme d'excès d'aide qui augmente le sentiment d'être vieux. Or, les études montrent que l'âge que l'on ressent avoir est plus prédictif de comment ma santé va évoluer que l'âge chronologique. Un médecin a plus à gagner à vous demander quel âge ressentez-vous que quel âge avez-vous pour déterminer votre évolution de santé physique et mentale. Et les études récentes, 2018-2019, montrent qu'une personne âgée qui se sent plus vieille vit moins longtemps et a plus de risque de développer la maladie d'Alzheimer dans les années qui suivent. Et puis l'autre chose qui est importante pendant la crise sanitaire, c'est que pourquoi sommes-nous si négatifs envers la personne âgée? Un des éléments déterminants, c'est le fait que nous vivons dans des cultures capitalistes, industrielles, productivistes, et un vieux, il suffit de regarder les médias, comment on communique sur le vieillissement, c'est le problème économique lié au vieillissement. Tous ces vieux à la retraite et si peu de jeunes pour financer la retraite de nos aînés. Et donc un vieux, il est non productif et il est considéré comme un poids, dixit, un poids économique. Et ça, c'est un des éléments qui cristallise beaucoup la question de l'agisme. Et certaines études suggèrent que selon que un pays est plus en crise économique
que le taux de chômage est plus élevé, que tous les indicateurs économiques, PIB, taux de chômage des jeunes, etc., eh bien, plus ces indicateurs sont mauvais, pardon, plus ça génère possiblement de la discrimination liée à l'âge et de l'agisme. Ce qui veut dire que la crise sanitaire, naturellement, a pour impact corollaire une crise économique sans précédent, d'accord, puisqu'il y a eu un arrêt de l'activité économique, etc. Et donc, on peut craindre que ça ne génère à nouveau également cette idée que la crise économique étant présente, le vieux est encore plus perçu comme un poids, et donc qu'on risque encore d'amplifier ces mécanismes d'agisme. Ah, je ne vous entends pas. J'avais coupé mon micro pour être sûre de ne pas interférer. Voilà. À noter aussi que pendant la crise, le critère de l'âge a été clairement utilisé dans l'application de mesures différenciées dans la population. Donc ça a Bien peut-être sûr, encore plus aiguisé. digitalisé, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un des problèmes par rapport à la question du vieillissement de façon générale, c'est qu'on utilise beaucoup la question de l'âge chronologique comme l'indicateur qui sonne le là, entre guillemets, hein. On prend sa retraite à partir d'un certain âge chronologique. On passe des soins adultes aux soins gériatriques à partir d'un certain âge chronologique. On accède à certains services à partir d'un certain âge chronologique. Vous passez une visite médicale où on ajoute des problèmes auditifs, des tests auditifs et visuels à partir d'un certain âge chronologique. Et c'est très problématique parce que naturellement, ça fustige cette question de l'âge, alors qu'il n'y a pas un vieillissement, mais des vieillissements. Il y a plus de différence entre deux personnes âgées qu'il y en a entre deux jeunes. Et donc, on peut avoir 60 ans et en paraître 40, comme on peut avoir 60 ans et en paraître 80. Je peux avoir le corps d'une personne de 60 ans qui fonctionne comme celui d'une personne de 30 ou comme celui d'une personne plus âgée. Donc, on devrait pouvoir calquer nos politiques plutôt sur les éléments fonctionnels de la personne et pas strictement sur son âge chronologique. Voilà, maintenant, c'est une question qui est très difficile ce mode de fonctionnement en termes d'âge chronologique est très difficile à changer et donc, je ne vois pas d'issue immédiate à ça, mais c'est vraiment quelque chose qui cristallise aussi cette focalisation qu'on a sur un public cible à partir de cette question de l'âge chronologique. Ouais. Alors, ce sera ma dernière question avant de laisser un petit peu la parole aux questions qui nous ont été posées. Donc, en mars dernier, l'OMS, et je ne sais pas si on le voit bien là avec le fond d'écran, voilà. L'OMS a justement sorti un rapport sur la question des stéréotypes liés à l'âge, l'agisme, dans lequel il ouvre notamment un plan d'action sur plusieurs années. Alors dans ce rapport sont avancées aussi différentes stratégies pour réduire l'agisme. Alors vous-même et votre équipe travaillez depuis de nombreuses années, je pense, avec des acteurs et des actrices de terrain notamment, pour mettre en lumière ces discriminations et tenter de les réduire. Alors, quelles recommandations, puisqu'on essaye toujours de terminer par, je ne dirais pas une note positive, mais en plus par des pistes d'action pour améliorer la situation, en fait, quelles recommandations pourriez-vous nous faire? Ça dépend des leviers d'action, en fait. Naturellement, il y a le politique, il y a les médias. Et puis, il y a plus le domaine qui nous occupe et qui est plutôt le domaine dans lequel nous avons notre activité de recherche de façon générale, qui est le domaine des soins de façon globale. Alors, si on se positionne au niveau, et il y a aussi la question culturelle, hein, qui est, la culture n'est pas toujours facile à changer, mais il y a quand même possibilité pour le politique d'insuffler des éléments culturels ou des éléments de gestion de société qui sont un peu différentes. Alors, si on se positionne du point de vue du politique, je pense qu'il y a des actions qui pourraient être menées et qui consistent à encourager les initiatives qui, au niveau sociétal, peuvent à la fois impacter positivement pour les personnes âgées et en même temps, en parallèle, changer la vision sociétale qu'on a du public des personnes âgées. Je vais donner un exemple. On parle, comme je l'ai dit avant, du poids économique des personnes âgées. J'ai rarement entendu le bénéfice économique que nous avons du public des seniors. Or, on sait que, par exemple, en Belgique, 280 000 Belges de plus de 55 ans sont des bénévoles. Et l'activité que ces bénévoles plus âgés génèrent
une rentrée et un bénéfice financier qui est estimé à 2,3 milliards d'euros par année en Belgique, ce qui est quand même une partie du PIB du pays. C'est assez étonnant parce que, d'une part, on n'entend pas beaucoup dans les médias parler de ça. On parle plutôt du poids économique par rapport à la gestion des retraites, mais pas tellement du bénéfice économique. Et donc là, le politique pourrait encore plus encourager la participation et le bénévolat chez les seniors, qui est, hélas, pour ce que j'en vois, pas nécessairement facile d'accès. C'est-à-dire que pour un senior, le bénévolat, c'est un sacerdoce. Il faut passer toute une série de démarches administratives pour prouver qu'on ne fait pas du black, etc. Et en même temps, montrer que je ne suis pas en train de prendre la place de jeunes qui n'auraient pas d'emploi, que c'est... Et, euh, et que soit un peu plus valorisé et développé. L'avantage de ça, c'est que ça génère une rentrée économique, comme je le disais, 2,3 milliards en l'état actuel, ça peut augmenter ce chiffre de façon quand même substantielle. Et par ailleurs, au niveau sociétal, ça générera encore plus une image que le public des personnes âgées, ce n'est pas juste des gens qui bénéficient de services, mais c'est des gens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et donc, ça permettrait d'avoir une vision plus positive au niveau sociétal du vieillissement. Et puis, le bénéfice, il est également en termes de santé, parce que les études sont claires, une personne âgée qui se sent utile, elle vit plus longtemps. C'est un facteur de santé majeur. Il y a la vision qu'on a du vieillissement, l'âge que je ressens avoir, et le troisième, c'est le sentiment d'utilité. Et donc, encourager le bénévolat sous toutes ses formes parmi le public des seniors participerait grandement à avoir des bénéfices à la fois individuels au niveau des personnes âgées, à la fois sociétale en termes de vision du vieillissement et à la fois économique en termes de productivité économique de ce public-là. Il y en a d'autres, mais c'est une des choses au niveau politique qui me semble possiblement assez important. Si je prends le niveau médiatique, naturellement, c'est un peu concomitant à ce que je venais de dire avant, c'est-à-dire que les personnes âgées sont perçues comme un poids parce que le média a plutôt tendance à fustiger les éléments négatifs et à ne pas mettre en valeur aussi les éléments positifs, ce qui nous fait voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et les médias ont un rôle majeur parce qu'ils sont vraiment dans cette communication parfois un peu caricaturelle et justement stéréotypée du public des personnes âgées. Il y avait eu une sollicitation avant la crise sanitaire qui ne s'est pas faite à cause de la crise sanitaire, qui était de rencontrer les réalisateurs, les différents réalisateurs et autres responsables de médias à la RTBF pour leur faire une sorte de journée de sensibilisation à la question du vieillissement pour qu'ils, quand ils font leur propre reportage et qu'ils intègrent des personnes âgées, qu'ils le fassent de façon un peu plus nuancée et peut-être moins stéréotypée et caricaturelle. Si on prend les publicités, par exemple, il y a des études qui ont montré qu'il y a très peu de personnes âgées représentées dans les publicités, et quand elles le sont, c'est souvent dépeintes sous un angle particulièrement négatif. Les dessins animés de Disney, il y a très peu de personnages de dessins animés de Disney âgés, et c'est Picsou, Vieux Radin, Cruella dans Les 101 Dalmatiens, ou La vieille sorcière dans Blanche-Neige, ou Merlin, gentil, c'est un gentil personnage, mais il est fou, il est un peu foufou, et donc, cette étude tout à fait sérieuse montre que même dans les dessins animés, on a tendance à dépeindre des personnes âgées sous un angle négatif. Donc là, il y a une réflexion médiatique à opérer et qui me semble importante. Et puis, je pense aussi par rapport aux politiques ou en tout cas une réflexion culturelle, sociétale, c'est que dans une des thèses qu'on a encadrées avec Alison Flamion, entre autres, c'était qu'on avait étudié la question de la vision du vieillissement chez les enfants. Et avec la question, est-ce qu'elle est plus négative que les adultes? Ce n'est pas le cas. La vision du vieillissement chez les enfants est moins négative que celle de nous, adultes. Néanmoins, elle est quand même très ambivalente. C'est à la fois négatif et à la fois du positif. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une très grande différence entre les enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant a une vision plus négative du vieillissement que son voisin, entre guillemets? Eh bien, un des éléments déterminants, c'est les contacts intergénérationnels qu'ils ont avec leurs grands-parents. Et on a montré que ce n'est pas tant de voir souvent mes grands-parents qui comptent, c'est plutôt, peu importe que je les vois souvent ou rarement, c'est quand je les vois, c'est un moment de qualité, c'est un moment positif. Eh bien, les enfants qui ont des contacts de qualité avec leurs grands-parents, ils ont une vision plus positive du vieillissement. Et donc, c'est quelque chose qui culturellement doit pouvoir, entre guillemets, se cultiver, pour le dire concrètement, et se maintenir et se développer, parce que ce contact intergénérationnel intrafamilial a des effets positifs tant pour l'enfant
que pour la personne âgée et aussi pour une vision sociétale plus nuancée du vieillissement. D'ailleurs, la crise sanitaire l'a révélé, hein, on a voulu redémarrer l'économie après la première vague, et pour cela, il fallait que les parents, papa et maman, reprennent l'activité professionnelle. Mais comment peut-on redémarrer l'activité professionnelle puisque les grands-parents plus âgés, protégés toujours, ne pouvaient plus s'occuper de leurs petits-enfants? Et c'est à cause de cela qu'on a dû réouvrir les écoles en parallèle du redéploiement de l'économie, parce qu'on ne bénéficiait plus de ce rôle de garde des enfants qu'ont les grands-parents et de cette intrication intergénérationnelle qui peut s'appliquer. Donc voilà, alors maintenant, au niveau des soins, clairement, l'élément déterminant, c'est retravailler et repenser la formation de tous les acteurs qui s'occupent du vieillissement, que ce soit les paramédicaux et les médicaux. Avant la crise, et c'est encore le cas maintenant, il y a eu des études qui ont été réalisées, dont une à Montréal, où deux questions avaient été posées à tous les corps de métier associés aux soins, donc médecins, généralistes, spécialistes, oncologues, gynécologues, tous les paramédicaux. Les deux questions posées ont été les suivantes. Première question, quel est le pourcentage des patients que vous suivez en pratique professionnelle et qui ont plus de 65 ans? Si vous êtes oncologue, cancer, c'est 70% des patients. Si vous êtes médecin généraliste, 50% de votre patientèle seront des personnes plus âgées. Si vous travaillez dans le soin à domicile, c'est 80% de vos patients. Si vous travaillez dans le domaine des maisons de retraite, c'est quasiment 100%. Deuxième question, quel est le pourcentage d'heures de formation dans le cursus de base qui concerne la personne âgée? C'est à peine 4% de contenu. J'avais une médecin généraliste dans mon bureau, elle a fait 360 crédits, 6 années d'études, c'est 360 crédits de cours, 3 de ces 360 crédits concernaient la personne âgée. Et donc, je soigne des gens pour lesquels j'ai peu, voire pas de qualification. Et on a pu montrer que même la formation et les stages qui ont été réalisés par les étudiants font qu'ils ont une vision plus négative du vieillissement à la fin de leurs études que celle qu'ils n'avaient au début de leurs études. Et donc là, il y a une vraie nécessité de réformer la question et de la formation de ces personnes avec une meilleure intégration de la question du vieillissement et du public des personnes âgées et de ces, entre autres, questions des attitudes de soins que nous avons et qui sont entachées par nos stéréotypes. Je suis bavard, hein, mais Oui, il voilà. n'y a pas de souci. Je pensais aussi, si vous permettez, qu'effectivement, pour améliorer les choses, il faut d'abord en prendre conscience et j'espère en tout cas que cette petite émission contribuera à la chose. Donc, j'ai une série de questions pour vous qui nous ont été posées. Vous avez parlé de communication, de communication bienveillante, enfin voilà, de position bienveillante par rapport à la personne âgée aussi, d'agisme bienveillant même. Et qu'en est-il des jeunes? Puisque pendant la crise sanitaire, il me semble que la communication à leur rencontre n'est pas été du tout bienveillante. Et donc, que pensez-vous de cette réflexion d'André Comte-Sponville? Je suis bien plus affligée par ces millions de jeunes qui dépriment que par ces vieux qui tremblent pour leur santé. Et par ailleurs, je rajouterais, et ça c'est personnel, est-ce qu'on peut parler aussi d'une discrimination envers les jeunes et de stéréotypes envers les jeunes? Bien sûr, tout à fait. L'agisme concerne aussi les jeunes. Néanmoins, c'est, selon les études, 2 fois à 5 fois plus élevé en termes de fréquence chez les personnes âgées que ça ne l'est chez les personnes de moins de 30 ans. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination chez les jeunes. Par contre aussi, les conséquences de la discrimination chez les jeunes est moins impactante que la question de mon espérance de vie chez les personnes âgées ou d'éléments. Le coût sociétal est également moindre de l'agisme chez les jeunes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas considérer ce problème, mais c'est juste pour dire qu'il faut aussi quand même ramener les choses à la hauteur de ce qu'elles sont. Alors j'entends bien le commentaire que les jeunes ont effectivement souffert de la crise, et c'est clair. C'est d'ailleurs un des éléments qui relève d'un paradoxe. Comme je le disais avant la crise, il y a 2 fois plus de dépression chez les jeunes qu'il n'y en a chez les personnes âgées. Les personnes âgées sont beaucoup moins critiques sur leur corps que ne le sont les jeunes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle le paradoxe du bien-être, avec la question qui est comment ça se fait que malgré les changements importants dans leur vie, dans leur corps, dans leur âme, liés à l'âge, les décès de proches, de gens de ma génération à répétition, peut-être le veuvage, la perte de capacité physique, la crainte de souffrir d'une pathologie telle que la maladie d'Alzheimer, comment se fait-il pourtant
que les personnes âgées sont plus heureuses que les jeunes? Eh bien, parce que le jeune n'a que 10% de négatif dans sa vie, un bouton sur le nez, mais il est tellement en train de le regarder et de le voir que subjectivement, il en ressent beaucoup plus que les 10% de négatifs. Et les études montrent qu'avec l'âge, l'avenir rétrécit. J'ai vécu 60 ans sur Terre, il m'en reste 20 à vivre. L'avenir rétrécit. Ça veut dire que je change mon rapport au monde et je me focalise beaucoup plus sur le présent, l'ici et l'instant. Et donc, un vieux n'a que 30% de positif dans sa vie, mais toutes ses ressources sont aimantées et se gargarisent de ce 30%, de sorte qu'il en ressent beaucoup plus. Et en fait, ça amène à des stratégies. C'est que pour les jeunes, il faudrait appliquer les mêmes stratégies que les personnes âgées, c'est-à-dire voir le positif là où il est et vivre l'ici et l'instant. Et on augmenterait le niveau de bonheur chez les jeunes. C'est ce qui est deux approches cliniques de la dépression, la psychologie positive et ce qu'on appelle aussi la pleine conscience. Dans la crise sanitaire, des enquêtes ont été faites pour vérifier quelles étaient les conséquences vécues de la crise psychologiquement parlant, entre autres en termes de bien-être. Eh bien, l'impact de la crise a été beaucoup plus difficile chez les publics de 25 à 45 ans et beaucoup moins chez les personnes de 65 ans et plus. D'accord ? Hors contexte des maisons de retraite, bien sûr, parce que là, c'était une hécatombe sur le plan santé mentale. Et donc, ça montre que les capacités de régulation émotionnelle et de résilience, c'est-à-dire faire face à l'adversité, sont beaucoup plus développées chez la personne âgée. C'est ce qu'on appelle finalement la sagesse de la personne âgée que chez les jeunes. Et donc, je pense qu'il ne faut pas nécessairement envisager les choses chaque fois en disant, comme on l'a entendu, sacrifier l'un à l'autre, trouver que c'est pire chez l'un et moins chez l'autre, qu'il faut faire un choix un peu comme votre voiture qui conduirait toute seule avec un ordinateur et qui a des algorithmes éthiques qui amènent à dire, et s'il y a deux enfants dans la voiture et que la voiture constate qu'il y a une personne âgée qui traverse, est-ce que c'est priorité à je tamponne la personne âgée parce que je sauve les deux enfants ou je prends le risque que la voiture fasse un écart au risque de... On en est sur des considérations qui sont très difficiles à aborder. Et je trouve que dans les enjeux de société, on en vient à des choses qui deviennent par moments quand même délicates. Du même que la question de l'euthanasie chez la personne âgée, nous ne l'accepterions pas, nous, l'euthanasie chez une personne qui estime qu'elle est arrivée au bout de la vie et qu'elle souhaite passer l'arme à gauche, ou j'ai entendu des gens du parti de la NVA il y a quelques mois qui se demandaient s'il était toujours pertinent de rembourser une prothèse de hanche chez une personne de 80 ans et plus. Bah, oui, parce que ça coûte, mais ok. Mais ça amène à des questions qui sont éminemment délicates et surtout qui ne sont pas abordées de façon, je dirais, éclairée, puisqu'elles sont abordées sur ce que nous croyons qu'est la personne âgée. Et donc, je dévie de nouveau sur le vieillissement, mais c'est sûr qu'il y a aussi la discrimination chez les jeunes, mais il faut la ramener aussi à la hauteur de ce qu'elle est. C'est-à-dire que le problème est présent, mais il est bien moindre en intensité et fréquence que ce que ne vivent les personnes de plus de 55 ans. Oui. Alors, pour introduire peut-être un peu la question des genres dans l'agisme, j'ai ici une question. Est-ce que les femmes sont plus touchées que les hommes par Oui, l'agisme? oui, parce que c'est ce qu'on appelle la double stigmatisation. Je subis l'agisme et le sexisme. Et si en plus c'est une femme étrangère, c'est le triple géopardie, racisme, sexisme, agisme. Donc oui, pour ces raisons-là. Après, il y a aussi des éléments qui sont parfois abordés du fait que là, j'ai plus mal vécu parce que chez l'homme, c'est la performance physique qui est déterminante et il peut encore essayer de donner le change malgré la baisse de capacité physique avec l'âge. Chez la femme, c'est l'image du corps et ça, bien sûr, je peux utiliser les techniques de chirurgie esthétique et ce que je veux, mais à un moment donné, c'est très tangible et perceptible. L'homme, ça ne se voit que s'il est en situation de performance, entre guillemets, porter des blocs, s'il est maçon, etc. Mais chez la femme, c'est d'emblée et tout de suite perceptible. Ça, c'est des choses qui sont évoquées, qui me semblent parfois un peu plus controversées selon les études. Par contre, ce qui est clair, c'est la double stigmatisation, sexisme, agisme, c'est clair, quoi. Ça, c'est une évidence. Et alors, dernière question. On parle souvent du syndrome de glissement. Ce phénomène est-il dû à l'âge ou aux conditions de vie ou bien les deux? Euh,
Bah, c'est les deux, mais c'est beaucoup réactif à l'environnement dans lequel je vis. Donc, le syndrome de glissement, si les gens ne savent pas ce que c'est vraiment une personne, c'est souvent des choses qu'on observe chez les personnes âgées de très grand âge, hein, plus de 80 ans, et c'est quelque chose qui interpelle beaucoup le milieu gériatrique de façon générale, c'est que la même fracture de col du fémur chez deux personnes qui ont plus ou moins les mêmes conditions médicales, et il y en a certaines, une personne qui va récupérer de façon spectaculaire, et on parle de la résilience de la personne âgée, et une qui va décéder dans les 3 ou 4 jours qui suivent, ou très rapidement, et on parle du syndrome de glissement. Donc ce sont des gens qui se laissent factuellement, globalement mourir, arrêtent de s'alimenter, se relâchent en fait. Et donc on a des gens qui vont alors extrêmement rapidement décliner au point de décéder. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose qui a été mis particulièrement en avant dans le cadre de la crise sanitaire, puisque des gens âgés en maison de retraite se sont retrouvés parfois enfermés pour des raisons de protection dans leur chambre, pas de droit de visite de famille et pas d'activité collective ou de repas collectifs pour éviter les contaminations, puisque c'était le public particulièrement fragile. Mais naturellement, les conséquences de cet isolement drastique, c'est que, ben oui, certains se sont très certainement, ou probablement, beaucoup plus laissés glisser, entre guillemets. Donc là, on voit bien que c'est l'impact de l'environnement euh, ou des conditions dans lesquelles je vis qui ont précipité, entre guillemets, ce syndrome de glissement. Donc, naturellement, il y a un terreau préexistant, c'est que je me sens fragile, je suis déjà diminué à plus d'un égard, et en conséquence, si quelque chose de l'environnement vient s'ajouter, comme ici le confinement imposé dans le cadre de la crise sanitaire, bah, ça précipite alors ce glissement qui a pu être constaté, ou en tout cas dans le cadre de la crise sanitaire, dans les maisons de retraite. Voilà, on arrive tout doucement au terme de l'émission. En tout cas, il me semble que c'est quand même évident que ces derniers mois, voire cette dernière année, il y a pas mal de choses qui ont été dites là-dessus, que l'agisme est un sujet qui est discuté. Et j'espère que ça viendra renforcer le travail que vous faites par ailleurs depuis beaucoup plus longtemps que juste un an sur la question. Le rapport d'Amnesty aussi, que j'invite tout le monde à lire. Moi-même, je n'en ai pas encore pris connaissance. Il est sorti aujourd'hui, donc je n'ai pas encore Oui, ce pu le matin. lire pour l'émission. Mhm. Donc allons en prendre connaissance. Et voilà, je voulais vous remercier en tout cas de votre présence ce Merci. soir, remercier tous ceux et celles qui ont été avec nous. Et l'émission est toujours visible, en tout cas sur notre Facebook. Un grand Merci. merci. Oui, au Merci. revoir. Au revoir.